1 million 100 000 environ, argent à la caisse de retraite. Et chaque mois, dans leur rémunération, l'État met une partie pour préparer leur retraite, de manière à ce qu'ils ne finissent pas avec 2 dollars comme c'était à l'époque, et qui était d'ailleurs payé de manière incertaine, mais qu'ils finissent avec quelque chose d'un peu plus significatif et qui est payé de manière certaine, parce que la caisse aujourd'hui, elle est solide. Et pour vous prouver qu'elle est solide, rien que l'année dernière ici, elle a fait 85 millions de dollars de bénéfices. Donc, voilà les changements de fonds qu'on apporte à l'économie du pays, à la société. C'est vrai qu'il y a toujours cette impatience de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui reste. Là, j'ai eu à l'expliquer, j'y reviens, rien qu'en salaire et en rémunération. En janvier 2019, nous avions environ 1 200 000 agents publics, civils et militaires tous confondus. En décembre 2023, nous avons presque 1 600 000, 1 599 000 agents publics. Ça, c'est un progrès, un effort. On a payé plus de monde. En termes d'enveloppe salariale, en janvier 2019, on payait environ 240 milliards par mois. Aujourd'hui, on est à 840 milliards par mois. Voilà, ça veut dire qu'on paye plus et on paye plus de monde. Et quand vous ramenez ça par tête, en moyenne, l'accroissement nominal, c'est-à-dire en francs congolais, est de l'ordre de 65%, et l'accroissement réel, ou en dollars américains, est de l'ordre de 53%. Ça veut dire qu'on paye plus de monde et ils gagnent plus d'argent. Mais tout ça, ça a un poids. Ça a un poids considérable. C'est pour ça qu'il faut bien gérer ça. Sinon, il peut arriver, lorsqu'on a d'autres types de contraintes, qu'on ait, comme on a eu de temps en temps, des retards dans la paye, mais ces retards sont toujours rattrapés. On n'a pas fini, quand on finit l'année, généralement, il n'y a pas d'arriéré de salaire significatif. On les rattrape, mais il peut arriver qu'il y ait des retards quand la trésorerie ne suit pas. Et donc, tous ces efforts qui sont faits, c'est pour les Congolais. Ça touche les Congolais. S'agissant de la rémunération, l'effort que nous devons faire maintenant, c'est de regarder salaire et primes, comment on fait pour que ce soit plus égalitaire et qu'il y ait plus de salaire et moins de primes. Parce que c'est le salaire qui détermine la retraite à la fin de la vie active. Et donc, il faut mettre plus d'argent dans les salaires et un peu moins dans les primes. Et même ce qu'on met dans les primes, que ce soit plus égalitaire. Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, c'est une catégorie minoritaire qui touche les meilleures primes et la grande majorité des salariés ne touchent pas les primes. Donc voilà le type d'effort que nous faisons. Voilà comment on essaie de faire des retombées. Ça, c'est par rapport aux dépenses sociales. Globalement également, lorsque nous avons commencé le quinquennat, les dépenses qu'on appelle fonctionnement, c'est-à-dire salaire et puis le petit fonctionnement, représentaient 92% de nos recettes. Aujourd'hui, ça ne représente que 63% des recettes. Ça veut dire qu'on a laissé un espace pour investir plus. Au début du quinquennat, on était à 1% d'investissement sur toutes les recettes. On est passé à 4%. Aujourd'hui, on est à 10, 11%, 15% quand on prend en compte les recettes extérieures, c'est-à-dire l'aide des partenaires. Voilà les efforts qui sont faits. Et si on ne le fait pas, on peut tout donner en salaire. C'est faisable. Mais ça veut dire qu'on sacrifie l'avenir. Ça veut dire que très vite, on n'aura plus de route, etc., etc. Il vaut mieux répartir bien les choses, faire comprendre aux gens l'effort qu'on fait sur les salaires, faire comprendre aux gens l'effort qu'on fait sur l'investissement. Et aussi bien sur les salaires que sur l'investissement, il faut qu'on soit très rigoureux sur la qualité de la dépense pour être sûr qu'on paye bien les gens qu'on va payer et que l'investissement est bien utilisé et qu'il y a le moins de gaspillage possible. Donc voilà en gros quelques efforts. Et dernier point, appui extérieur. J'ai dit près de 5 milliards de dollars supplémentaires. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que nous avons assez d'argent pour envisager de construire des grandes infrastructures, comme les routes par exemple, qui vont nous permettre de relier Banana à Bukavu, grâce justement à ces ressources extérieures, qui sont des ressources concessionnelles, certaines même sont des dons, qui sont aujourd'hui en train d'être mises en œuvre. D'ici 2 ans, 3 ans, nous irons tous en Volkswagen ou en Ketch, nous pourrons traverser le pays et aller à Bukavu sans difficulté. Voilà le type de changement qu'on apporte. Et si on arrive à le faire, imaginez-vous, si on peut aller en Ketch de Banana à Bukavu, ça veut dire que ceux de Bukavu se deviendront beaucoup plus riches parce qu'ils vendront leurs produits à Kananga, Mbujimai et à Kikwit. Ceux de Kikwit, Mbujimai gagneront
plus d'argent parce qu'ils achèteront le carburant au même prix que Kinshasa et non pas à 3 fois le prix. Ils achèteront le maïs au même prix que Kinshasa et non pas à 3 fois le prix. Voilà le changement, voilà le développement qu'on essaie d'apporter. Et je vous le dis, je vous le confirme, d'ici 3 ans, on aura connecté le pays, on aura transformé ce pays. Voilà le type d'efforts qui ont été faits et c'est ça le développement. On a fait d'autres investissements dans l'énergie, dans l'eau. Vous savez que le président a inauguré l'Embaï, il a inauguré Ozone. On a aussi fait des forages, peut-être qu'on en reparlera. L'homme des forages. Beaucoup d'investissements pour s'assurer que les Congolais puissent avoir accès à l'eau, parce que c'est une denrée essentielle. Ce sont des biens de base pour la société. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Malheureusement, je ne peux pas immobiliser le temps pour présenter ce résultat, mais ce qui est sûr, dans la période qui vient, grâce à notre positionnement, grâce à notre profil, grâce à la conclusion du programme et à la perspective d'un nouveau programme, non seulement nous allons continuer nos réformes en approfondissement des recettes publiques que nous sommes en train de sécuriser, mais nous aurons également des ressources extérieures à plus abondantes. Nous sommes en train de discuter des appuis budgétaires de l'ordre de 1 milliard ou plus, et du côté de la Banque mondiale, 1 milliard, 1,5 milliard du côté du FMI, de l'argent qui va venir nous aider à poursuivre le PDL 145, à mettre en œuvre tout un tas de réformes, à s'occuper des Congolais et à continuer le chemin vers la possible émergence. Alors, Monsieur le ministre, avant qu'on rouvre la partie des questions, il y a un élément que vous n'avez peut-être pas mentionné, mais qui avait une incidence claire sur nos finances publiques, c'est les conséquences de la guerre dans l'Est. Et l'année qui se termine était une année qui a été une année électorale, et nous savons tous ce que cela représente. Comment vous avez pu, dans un contexte si difficile, concilier tous ces éléments pour nous permettre aujourd'hui de commencer la 6e année? Très bonne question, Monsieur le ministre. Justement, à l'époque où 92% de nos ressources propres allaient au fonctionnement, dépenses courantes, on ne réservait que 3% à l'investissement au maximum, et puis 1% ou à peu près aux dépenses exceptionnelles du type dépenses sécuritaires. Aujourd'hui, en 2023, nous réservons au moins donc 10%. En 2023, on a 10% pour les dépenses d'investissement, on a 22% pour les dépenses exceptionnelles sécuritaires, essentiellement. C'est beaucoup, mais c'est parce que la guerre progresse et nous devons nous équiper. Nous avons en face de nous un adversaire qui est équipé et qui est même aidé. Vous savez qu'il reçoit des aides à gauche, à droite. Et nous devons, nous, avec nos moyens propres, faire un effort. Et nous avons aujourd'hui 22% de nos ressources qui vont là-bas. C'est aussi en partie à cause de ça que parfois nous avons des difficultés de trésorerie. Notamment pour le premier trimestre ici, où nous sommes montés à 27%. Rien que le premier trimestre de 2024, 27% des recettes sont allées dans les dépenses exceptionnelles à caractère sécuritaire. 27%. Et donc, c'est ça qui nous perturbe un peu, parce que ça a tendance à augmenter. Et c'est ça qui nous perturbe, mais on n'a pas d'autre choix. On doit assurer la sécurité du pays. Il n'y a pas d'État sans territoire. Et donc, nous avons l'obligation de le faire. Et le chef de l'État est totalement engagé là-dedans. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. On va commencer cette série de questions avec Monsieur Eric Izami. Et puis, ce sera Monsieur Bengo. D'abord, avant d'être journaliste, je voudrais quitter Banana pour aller à Bukavu. Je veux vraiment être optimiste. Mais moi qui suis ici, je ne sais pas aller voir ma maman qui est ici à Barumbu. Alors que je suis à Gombe, la voisine, c'est Barumbu. Mais je ne sais pas m'y rendre parce que Kabina n'est pas praticable, Kabombar, etc., etc. C'est lui qui a été filé dans de petites choses pour aller dans de grandes choses. Il y a un bus qui s'est encastré sur Kassai. J'ai étudié au collège Lika, je pouvais faire le pied de Kassai jusqu'au niveau du boulevard. Aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Mais bon, nous vous encourageons pour les efforts pour qu'on puisse avancer. Mais Monsieur le ministre, tout celui qui vous rencontre aujourd'hui, j'ai commencé par féliciter tout ce qui est fait comme effort, évoquera la question de ce que nous entendons et enregistrons comme son de cloche. Il y a un de nos confrères qui vous accuse aujourd'hui d'avoir surfacturé le montant qui devrait revenir à la concrétisation de projets liés au forage et puis au lampadaire. Je voudrais, moi, puisqu'il n'y a pas encore ce que l'on appelle par les amis de droit l'autorité de la chose jugée,
je ne voudrais pas vous clouer au pilori, mais je voudrais vous donner la parole pour que vous puissiez vous expliquer aux Congolais. Mais est-ce que vous permettez qu'on termine d'abord sur ce pourquoi je suis venu, à titre principal, c'est-à-dire notre perspective économique, les retombées du programme, la dernière revue, et ensuite, si on a le temps, je répondrai volontiers à votre question parce que j'avais promis de répondre aux Congolais sur cette question. Sans problème. Voilà, on va prendre alors la question de Patrick Domboka. Fourage Cavallero. Bonsoir Monsieur le Ministre. Vous venez d'évoquer une équipe FMI et dans le mur, justement pour poursuivre les discussions autour de la 6e revue. Dites-nous, Monsieur le Ministre, vous n'avez plus assez de temps avant la conclusion justement de cette 6e revue. Quels sont les derniers chantiers à terminer pour boucler cette revue? Merci. Je réponds directement. Oui, allez-y, s'il vous plaît, monsieur. Ok, bon écoutez, en fait la revue porte essentiellement sur les progrès au dernier semestre de l'année passée. Donc elle porte sur des chiffres qui sont déjà connus, qui sont achevés, à fin décembre. Et elle porte aussi accessoirement sur les derniers déroulements de cette année, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui entre gravement en contradiction avec les engagements que nous avions pris. Mais d'une manière générale, le programme s'achève au 31 décembre de l'année passée. Et par rapport à cela, les perspectives sont plutôt bonnes. Le seul point difficile, eh bien, c'est que puisqu'il y a eu une montée en puissance de défense sécuritaire, puisqu'il y a eu une montée en puissance des dépenses sécuritaires, eh bien, il aurait fallu que cela se traduise par un effort de limitation des dépenses dans d'autres secteurs. C'est normal. Quand on est en situation de guerre, on serre la ceinture. Quand on est dans une situation particulière, on doit serrer la ceinture. Et ça n'a pas été suffisamment reflété au dernier trimestre, au dernier semestre, pour deux raisons. Nous avions le défi électoral et nous avions le défi sécuritaire. Et donc, nous avons dû, pendant toute la période, le dernier trimestre de l'année et le premier trimestre de l'année 2024, nous avons dû faire cet effort pour essayer de contenir certaines dépenses et montrer que nous avions le sens des responsabilités, c'est-à-dire un pays en guerre ne se comporte pas comme un pays en paix, en situation de paix, et que l'effort sécuritaire se traduise par des économies dans d'autres secteurs. Je pense que nous y sommes arrivés, mais ça va être un des points de discussion. Ça va être un des points de discussion. Il faut qu'on prouve qu'on est sérieux jusqu'au bout. Et c'est ça l'intérêt d'un dialogue avec des partenaires, avec un auditeur. C'est qu'on échange, on montre ce qu'on a à montrer, et puis on se donne des conseils, on échange, on discute des arguments, et on se met au travail. C'est ce qu'on a fait pendant les 3 années, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour la dernière revue. Donc je pense que c'est un des points clés. En dehors de ça, il y a des points sur les réformes que nous devons absolument défendre. Nous avons, parce que quand on a des difficultés d'argent, il n'y a que 2 solutions possibles. Diminuer les dépenses ou bien accroître les recettes. Et donc nous avons voulu travailler sur les deux. Diminuer les dépenses autres que les plus urgentes, comme les sécuritaires, et puis accroître les recettes. Et ça, c'est le résultat de notre vigilance sur le plan des recettes, qu'on appelle l'effort des services, mais aussi de nos réformes. Et nous avons initié quelques réformes, nous devions les accélérer. Par exemple, la facture normalisée, qui va nous permettre bientôt de faire un bond considérable sur la TVA. En principe, le 6 mai, on commence les opérations avec un échantillon d'entreprises qui seront soumises à ce dispositif de facture normalisée, digitalisée. Et d'après les éléments que nous avons, cette facture normalisée, lorsqu'on sera en vitesse de croisière, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, on pourra s'attendre à faire un bond sur la rubrique TVA de l'ordre de 1 milliard, 1,5 milliard de dollars supplémentaires. Ça, c'est un exemple. Nous avons les jeux de hasard. Les jeux de hasard dont le chiffre d'affaires consolidé est de l'ordre de 1 milliard de dollars, mais nous ne recevions en termes d'impôts que 1 million, maximum 2 millions, souvent même moins d'1 million de dollars qui entraient dans les caisses du Trésor. Quand on compare avec les autres pays, nous devrions recevoir
minimum 100 millions, mais peut-être même arriver à 200 millions, même plus d'impôts sur les jeux de hasard. Le dispositif que nous avons mis en place, nous sommes à la phase finale, on doit connecter toutes les compagnies des jeux de hasard à ces logiciels, eh bien, nous permettra de voir en temps réel, de manière intégrale et transparente, le chiffre d'affaires qu'ils font et ce qui doit revenir à l'État comme taxes liées à leur activité. Ces deux exemples, il y en a d'autres également. Il y a les plaques minéralogiques qui vont être changées bientôt, et donc ça va faire autant d'éléments de changement qui vont nous permettre d'accroître les recettes et nous desserrer un peu la contrainte. Voilà, on va prendre les questions de M. Marlon Kachama. Monsieur le ministre, vous avez rappelé avec fierté toutes les prouesses réalisées par la République démocratique du Congo, prouesses approuvées par les FMI. Mais monsieur le ministre, je vous pose la question de savoir comment vous personnellement, vous comprenez une augmentation spectaculaire de réserves et une dépréciation importante de la monnaie. Est-ce que ces réserves existent? Sont-elles dans le pays? Et si ces réserves sont au pays, pourquoi ne pas les utiliser? Tout à l'heure, vous avez parlé de la TVA. La TVA a été suspendue, mais quel est l'effet sur le niveau de vie des Congolais? Est-ce que vous avez fait une sorte d'évaluation pour mesurer l'impact de cette suspension, monsieur le ministre? Quelle TVA qui a été suspendue? La TVA, il y a prorogation jusqu'au mois de décembre. Oui. Oui. Sur les produits de base. Sur les produits de base. Oui. Oui, cette mesure sur la TVA, produits de base, nous l'avons prise à l'époque d'ailleurs où je combinais finance et économie. Elle s'imposait parce qu'il y avait une crise, la guerre en Ukraine, la hausse des prix. Et à court terme, nous n'étions pas en mesure de relever le défi de l'offre de ces produits. Mais évidemment, c'est une mesure qui ne va pas durer indéfiniment. Elle permet de soulager pendant un temps, mais l'idéal, c'est que les prix chers à l'extérieur conduisent à une production locale. Malheureusement, on a encore du mal à relever le défi en termes de production locale. Et lorsqu'on le fera, il faudra maintenant supprimer cette exemption de TVA. Et certains pays sont allés même jusqu'à relever les droits de douane pour protéger la production intérieure. Mais nous ne sommes pas encore là. Ce que nous avons fait, en tout cas lorsque j'étais en charge de l'économie, nous avons engagé un dialogue avec le secteur privé en disant aujourd'hui, pour des raisons d'urgence, nous baissons la TVA, nous faisons une exemption de TVA parce que les prix montent, mais nous voulons engager avec vous un dialogue pour des grands projets de production locale. Et une fois qu'on commence ces projets de production locale, nous allons remettre la TVA, nous allons protéger votre production locale. Et cette discussion est en cours. Nous avons une zone économique spéciale qui est en train d'être mise en place à l'est de la ville, à Maluku, qui va entre autres s'occuper de la production de certains produits de base. Et donc, c'est comme ça que progressivement, nous allons reconstituer une chaîne de production locale, parce que c'est une priorité du chef de l'État, la diversification de l'économie, la production locale de produits que nous pouvons produire. Ce dialogue avec le secteur privé est extrêmement important. Secteur privé local, secteur privé national et secteur privé étranger. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une tournée dans 3 provinces avec une délégation d'investisseurs brésiliens dans l'agriculture qui étaient venus assister au forum agricole que nous avions fait ici l'année dernière. Eh bien, c'est entre autres le type d'investissement que nous voulons. Des investissements d'envergure. Il faudra, si vous voulez avoir votre argent, c'est 50-50, ou soit 30%. J'aimerais un peu en savoir plus. Qu'est-ce qu'il y en a? Non, cette affaire-là, je peux vous dire, c'est le plus grand drame que nous vivons, et surtout lorsqu'on est ministre des Finances, avoir l'idée que certaines personnes pensent que réellement, le ministère des Finances s'est transformé en mafia pour extorquer des pourcentages des gens. Je ne sais pas si vous réalisez combien ça peut être dramatique. Surtout pour quelqu'un qui a vécu dans des environnements où ce n'est même pas concevable. C'est un vrai drame. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de... D'abord, il s'agit d'un problème national où, malheureusement, chaque fois que l'on veut rendre un service, qu'on se fait rendre un service,
on demande quelque chose au passage. Et qu'est-ce qui se passe? Des gens qui viennent fréquenter le ministère se permettent parfois de monnayer leur intervention auprès du ministère. Mais je vous dis que moi, chaque fois que j'ai le moindre indice qu'on fait monnayer, soit je ne fais pas le paiement qui m'est demandé, soit je confronte la personne au bénéficiaire justement pour mettre fin à cela. Parce que je sais que ceux qui font cela, ils prennent l'argent, ils s'en vont, mais le propre, c'est pour nous. Parce que souvent, d'ailleurs, ils le font au nom du ministère. Et il y en a même qui le font sans qualité ni droit. On en a arrêté récemment, qui se sont répandus dans la ville ici, en train de faire du trafic de paiement, en disant qu'ils devaient remettre de l'argent à tel, y compris au ministre. Tout ça a été faux. Mais ils ont failli dérouter des gens qui pensaient que c'était vrai. Et quand on a mis la main sur eux, ils sont aujourd'hui, nous on a porté plainte, le parquet les a arrêtés, ils sont aujourd'hui en prison. Ils se répandent dans les réseaux sociaux en train de m'insulter. Mais moi je demande seulement une seule chose. Dites-nous qui sont vos complices au sein du ministère, et si vous me le dites, moi je retire ma plainte et je m'attaque à vos complices. J'attends jusqu'au présent, je n'ai pas encore eu le nom des complices. Parce que s'ils le font, probablement qu'ils ont des complices. Je dis, donnez-nous les noms de vos complices au sein du ministère, je retire ma plainte contre vous, on peut vous relaxer, mais moi je m'en prendrai à vos complices qui sont au ministère. J'attends jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles. Et donc c'est toujours ça la difficulté, beaucoup d'accusations, souvent gratuites, c'est dans la tête des gens pensent que c'est automatique. Mais imaginez-vous si un ministre des Finances se permet de faire ça, une fois, deux fois, mais il a perdu toute sa crédibilité. Demandez un pourcentage pour un paiement, pour un service. Il a perdu toute sa crédibilité. Et j'ai toujours dit que de moi, on n'aura jamais ça. Je demande à quiconque d'amener la moindre preuve que quelqu'un, vis-à-vis de moi, a fait la moindre chose de ce type, et la conséquence sera la plus forte et la plus totale possible. Lorsqu'on en a attrapé un ou deux dans mon cabinet, je les ai remerciés. Purement et simplement. Purement et simplement. Et mes conseillers sont terrorisés. Ils savent combien je suis implacable là-dessus. Implacable là-dessus. Je sais c'est quoi réhabiliter l'image d'un pays, d'une administration, d'une personne. Je n'ai fait que ça pendant ces 3 années. Et aujourd'hui, si nous sommes mieux vus à l'étranger, c'est parce qu'on a fait un travail sur nos comptes, sur notre façon de gérer, notre façon d'affecter l'argent, les réformes qu'on met en place. Une des réformes que j'ai mises en place, qui est la plus importante, à mon avis, c'est celle de l'introduction de l'impôt sur les personnes physiques. Non pas seulement pour leur prendre de l'argent, mais surtout pour les rendre redevables. Cette loi a été votée en décembre 2023, promulguée par le chef de l'État en décembre 2023. Avec cette loi, à partir de 2025, vous et moi, nous tous qui gagnons un peu d'argent, nous aurons l'obligation d'avoir une feuille d'impôt, d'avoir une déclaration d'impôt, une échéance. Aujourd'hui, on ne le fait que pour les entreprises qui créent la richesse. Mais les individus qui prennent cette richesse, qui achètent des biens, des maisons et tout, ils sont redevables de rien. Moi, j'ai introduit ça. J'ai introduit cette réforme pour que ça change. Et de mon point de vue, c'est la meilleure contribution au changement des mentalités. Je l'ai fait moi-même, j'ai été fonctionnaire international dans des banques internationales, dans des organisations internationales à l'ONU, pendant 15 ans, les 15 dernières années. Chaque année, je déclarais mon patrimoine à travers le monde, parce que j'avais des biens ici, j'avais des biens à l'étranger, je déclarais tout. Et chaque année, je devais justifier, dès qu'il y avait une différence qu'ils n'arrivaient pas à comprendre de plus de 10 000 $, on ne validait pas, je devais m'expliquer. Et je l'ai fait pendant 15 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai dit cette réforme, je vais l'introduire dans le pays. Et je l'ai faite. Et avant même qu'elle soit applicable, parce qu'elle sera applicable en 2025, j'ai dit, pour qu'on s'entraîne, pour qu'on expérimente et qu'on essaie de comprendre, j'ai demandé à la DGI de l'appliquer à titre expérimental et volontaire depuis l'année passée. Par un arrêté ministériel, j'ai demandé que les gens déclarent leurs revenus, même pas le patrimoine, juste le revenu, c'est-à-dire les salaires et tout, et qu'ils déclarent la part de revenus qu'ils ont payé en IPR, juste pour qu'ils s'entraînent et qu'ils se préparent. Ce n'était pas obligatoire. J'ai fait un arrêté pour cela, c'était en attendant la loi, qui elle sera obligatoire. Je vous dis, tous les retours que j'ai reçus étaient essentiellement du secteur privé, du secteur privé formel. Ils avaient le souci de le faire. Ils allaient sur le site, parce qu'on pouvait le faire à la DGI, sur le site,
il posait des questions, comment ça marche, on n'arrive pas, et tout, et puis il le faisait. Secteur public, aucun intérêt. Aucun intérêt. Moi, j'ai fait ma déclaration. J'ai fait ma déclaration et j'ai eu mon quitus fiscal. Et demain, ça sera obligatoire pour tout le monde. Pas seulement pour les revenus, mais également pour le patrimoine. Vous avez une maison, elle sera fiscalisée, on saura. Et donc, c'est comme ça le changement. Ça va rendre tout le monde responsable et tout le monde égaux dans la responsabilité. À mon avis, c'est la meilleure façon de réduire la corruption de manière solide et structurée. Voilà, encore que pour ça, Monsieur le Ministre, il faut faire beaucoup de sensibilisation justement pour que... Construction des points d'eau dits forages. Parce que dernièrement, j'ai vu un communiqué qui débloquait les paiements adressés au ministère du développement rural. Alors je me dis, si vous êtes au courant, qui a négocié les coûts de ces points d'eau? Merci. Bon, on va y revenir. Voilà, Monsieur Enoch Matondo, allez-y s'il vous plaît. Je prends les deux questions. Oui, vous prenez en série parce que nous sommes en train de terminer. Et M. Pichu Moulumba, alors. Ce n'est que ça, le problème tel qu'on m'a dit, ce n'est pas un problème de refus de paiement. Mais qu'il y ait un problème de paiement, ça peut arriver également, puisque nous-mêmes, nous leur devons encore de l'argent. Nous n'avons pas fini de les payer pour tous les ouvrages qu'ils ont faits. Ils sont très en avance. Nous leur devons beaucoup d'argent par rapport à ce que nous avons déjà payé, comparé au travail qu'ils ont déjà fait. Alors, les frais académiques, vous avez raison, c'est une erreur. D'ailleurs, c'était quelque chose qui a déjà été mentionné en Conseil des ministres. Même ça doit être payé en francs. Mais c'est ce qu'on dit, il faut d'abord se dédollariser dans la tête. Et c'est pas facile, mais il faut qu'on y arrive. Et donc, vous avez raison de poser le problème. J'espère que les concernés ont suivi et veilleront à ce que ce soit corrigé. Pour ce qui est du sport et du football, du ministère des Finances, d'abord, c'est un peu tout ça qu'on veut mettre en ordre, c'est-à-dire la gestion budgétaire et financière. Nous avons un gros problème, c'est que notre budget, aujourd'hui, n'est pas représentatif des réalités. Et le ministère des Sports en particulier, souvent, dès le mois de mars, il a déjà consommé tous ses crédits. Et donc, c'est là la difficulté. Et donc, quand il continue les compétitions, on est obligé de faire face. C'est de l'argent qui n'est pas disponible budgétairement parlant. Mais politiquement, sociopolitiquement parlant, on ne peut pas ne pas y faire face. Et on le fait, mais alors à ce moment-là, il arrive qu'on soit obligé de privilégier certaines disciplines au détriment d'autres. C'est dommage, mais c'est la réalité. Ce dont nous parlons aujourd'hui au gouvernement de plus en plus, c'est la question de la crédibilité budgétaire, du réalisme budgétaire. Et ça veut dire que soit on a des ambitions trop grosses par rapport à nos moyens, soit encore on dépense trop mal, on dépense mal. Mais en tout cas, on doit avoir plus de ressources si on veut faire plus de choses. Certains pays, comme le Bénin notamment, ont réussi à trouver des alternatives. Par exemple, pour le football, ils ont mis en place des dispositifs légaux qui font que les entreprises prennent en charge les clubs de foot et ils ont des avantages fiscaux en retour. Et ça aide d'ailleurs à professionnaliser le football. Le Bénin, plus tard, a des chances de devenir une grande nation de football parce qu'ils ont professionnalisé leur football par ce biais-là. Nous espérons que ça va arriver chez nous aussi. Vous êtes au courant, Mazembe a pu faire des performances parce qu'il y avait derrière Mazembe un homme d'affaires prospère qui avait les moyens. Aujourd'hui, Vita Club vient d'être pris en charge, racheté, si je peux dire, par un homme d'affaires prospère qui a les moyens, avec de l'ambition, qui lui-même déjà a un autre club, un club de foot en Turquie, un club de basket, etc., en première division. Donc, aujourd'hui, on espère faire entrer ce professionnalisme en utilisant les entreprises. Certainement qu'on va devoir ajuster notre législation pour que ces entreprises soient motivées pour accompagner le sport. Ça va donner un peu de répit à l'État. Donc il y a encore des réformes à faire, mais je comprends le souci. Malheureusement, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà, on va prendre rapidement le système. Mais il faut avoir le courage de parler des points faibles pour s'améliorer. Moi, c'est ma philosophie, celle que je m'applique à moi-même dans ma vie personnelle. Donc, effectivement, le système de recrutement. La question, la dernière, parce que nous devons clôturer libérer l'antenne de la télévision. Alors, là, on va parler de sujet qui fâche. Bon, d'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici
pour me justifier. Je ne suis pas venu ici devant un tribunal, je ne pense pas que vous êtes un tribunal, vous êtes des concitoyens, des amis pour certains. Je suis venu ici juste pour m'expliquer à des gens qui ont de l'importance à mes yeux, pour qu'ils entendent et qu'ils apprécient que dans ce pays, il y a moyen de gouverner différemment. Que dans ce pays, il y a des gens qui croient en l'avenir de ce pays et qui essaient de faire des efforts et des sacrifices là où ils peuvent le faire, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'image d'un pays corrompu que nous avons, malgré tous les cachets négatifs qu'il y a sur notre pays. Il y en a qui travaillent, modestement, parfois sans communiquer, à tort d'ailleurs, et qui se battent pour un Congo meilleur. Et je crois que ce problème des forages, ce problème des lampadaires, illustre la difficulté dans laquelle nous sommes. Moi, je ne peux pas venir ici, alors que depuis 30 ans, on dit pays corrompu, pays corrompu. Je vais venir ici dire, non, moi, je suis différent, je vais tout changer du jour au lendemain. Je ne pourrais pas tout changer du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de là où nous sommes et de chaque fois poser des actes qui font avancer le pays dans une direction donnée. Et je pense humblement, et en âme et conscience, que c'est ce que je fais chaque matin. C'est ce qui me motive chaque matin. Et je peux vous assurer que cela n'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il y a des habitudes, il y a un système, et parce que lorsque tu veux agir dans un sens donné, tu as des tas de gens qui, soit ne croient pas que tu veux agir dans cette direction parce qu'ils sont habitués qu'à ça, ils pensent que ce n'est pas possible, soit ils ne veulent pas, ils veulent te mettre de côté pour faire comme eux ils savent faire, c'est-à-dire comme ceux qu'ils décrivent, comme ceux qu'ils dénoncent. Mais je vous dis, il y a des gens qui veulent que ce pays change, au premier rang desquels le président de la République. Je crois qu'en termes d'engagement politique pour le changement, pour la lutte contre la corruption, la lutte pour la transparence, il est le numéro 1, il est le champion. Il l'a montré. Sans sa volonté, il n'aurait pas instruit pour qu'on libère les corps de contrôle. CNRF, IGF pour des comptes. Aujourd'hui, ça fait la fierté. Aujourd'hui, le CNRF est cité en exemple. Il fréquente, je vous l'ai dit qu'il vient d'adhérer au groupe Edmond dont je viens de parler. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ils travaillent dans un sens sérieux. On peut leur faire confiance pour échanger des informations sensibles au niveau mondial. Aujourd'hui, vous avez, la Cour des comptes a été réhabilitée, c'était même une des conditions dans le programme que nous avions avec le FMI à un moment donné, ça a été fait. L'IGF a commencé un peu avant les autres à se faire remarquer. Donc c'est pour vous dire que la volonté politique, ce n'est pas ça qui manque. Maintenant, le chef de l'État à son niveau ne peut pas tout faire. C'est à nous, les Congolais, de faire. Chacun à son niveau. Et là, malheureusement, il y a un problème généralisé de manque de confiance. Généralisé. Et parfois, il y a de la mauvaise foi aussi. Mais moi, je peux vous raconter des tonnes d'exemples, comme celui des forages et tout ça, où dans mon travail quotidien, je me bats contre des systèmes installés. Mais je ne peux pas le proclamer parce que je vais paraître comme prétentieux, comme celui qui pense qu'il est plus honnête que tout le monde. Je ne le suis pas. J'ai mes faiblesses comme tout le monde. Mais je me bats réellement pour les forages. Et si je me suis trompé, j'accepte que vous me disiez que je me suis trompé. Nous recevons, quand nous venons aux affaires, nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort parce qu'il s'agit de stations d'induction en eau et de distribution d'eau, quelque chose comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué avant nous, sous le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel, et puis qu'il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence pour se laver les mains pour des tas de besoins. Et donc, il pousse le dossier de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi pour que ce soit payé. Il fait la demande. Ce dossier est passé même en conseil des ministres, etc. Moi, je dis, je veux bien payer. Mais 400 000, parce que je fais vérifier par mes services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent. C'est une lecture rapide, parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas sectoriels. Mais c'est quand même une lecture sur les questions techniques pour avoir un avis.
avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Il n'entre pas en profondeur dans la question technique, mais il donne un avis, il donne un jugement, une appréciation. Et mes services me disent, ça fait environ 400 000 $ par station, ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix, retourner discuter avec votre partenaire, parce que mes services me disent que 400 000 $, c'est 390 et quelques mille, c'est élevé comme prix moyen. C'est un prix moyen parce que selon les endroits, ça peut coûter plus cher ou moins cher. Et je lui renvoie donc qu'il revoie sa copie. Et il part, et il revient quelques temps plus tard, il me dit, voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages, de stations à faire. 340 stations supplémentaires. Donc on passe de 1000 à 1340. Je donne à mes services me disent oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis ok, on va aller sur cette base-là. Et on valide le paiement. Mon prédécesseur, le ministre Sélé, avait pris un engagement écrit. J'ai le courrier ici, où il dit on va vous payer en 5 tranches annuelles, pendant 5 ans, de 80 millions, 80 millions, 80 millions, pour terminer les 400 millions. C'était ça le contrat. Moi je dis ok, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et les prestataires disent non, nous allons vous nous payer la première année, 80 millions, et pour le reste, nous allons nous-mêmes trouver un financement et vous allez nous payer un montant mensuel par mois en fonction de la durée du prêt. J'ai dit ok, c'est très bien. Et on est dans la première année. Je leur dis bon, même la première année là, je ne pourrai pas payer d'un coup, je vais payer en fonction de la trésorerie. Je paye un premier montant, j'ai oublié le montant, un deuxième, et puis au troisième paiement, qui nous fait arriver à 71 millions, ils font la demande, ils disent, vous n'avez pas encore fini les premiers 80 millions. Je dis, ok, mais depuis que je vous ai payé, mes services me disent que vos livraisons sont lentes et que vous n'allez pas tenir aux engagements, et donc je m'inquiète de cette lenteur.